On a vraiment l'impression qu'une grande partie des enjeux géopolitiques aujourd'hui se sont déplacés vers ce terrain numérique. Et ça, c'est une évolution majeure qui est portée par notre ultra-dépendance au numérique, qui s'est renforcée avec le Covid-19, bien évidemment. Julien City, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Clubic. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On va parler de Huawei. Vous avez suivi, je pense, cette sortie de la commission parlementaire du 8 octobre dernier en Grande-Bretagne, où finalement on nous annonce une fois de plus qu'on détient des preuves contre Huawei de l'implication du renseignement chinois, l'ingérence, enfin des liens très étroits en tout cas entre Huawei et l'État chinois. Est-ce que ces preuves existent véritablement selon vous, ou est-ce que c'est tout simplement du bluff pour écarter tout simplement Huawei des réseaux mobiles aujourd'hui? C'est tout l'enjeu au fond de cette affaire Huawei dont on parle déjà depuis 2 ans. Ça a commencé il y a presque 2 ans avec l'arrestation de la directrice financière du groupe et fille du fondateur. Oui. Et depuis, il y a eu un enchevêtrement entre la dimension géoéconomique, avec l'enjeu de la prééminence pour les Américains, de maintenir leur leadership sur ces grands enjeux technologiques. Et tout ça s'est entremêlé avec une dimension très géopolitique, en fait, avec des rapports de force très brutaux, parfois, entre Américains et Chinois, sur la 5G, sur Huawei en particulier, qui a concentré jusqu'à présent l'essentiel des griefs américains et des tensions aussi, notamment avec les pays européens. Vous avez fait référence à la Grande-Bretagne. C'est que la Grande-Bretagne est peut-être l'exemple du pays occidental qui a le plus louvoyé, je dirais, dans ce positionnement vis-à-vis de la Chine et de Huawei. C'est l'allié historique des États-Unis. Alors, il y a eu d'une part des pressions américaines qui se sont renforcées au fil des mois et qui sont traduites au début de l'été par une interdiction de Huawei. Ce qui a conduit aussi Londres à prendre la tête d'une sorte d'initiative diplomatique qui s'appelle le D10, le D10, une coalition de pays démocratiques qui associe également l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, dans une sorte de croisade vertueuse contre la technologie chinoise et contre aussi Huawei, mais pas seulement Huawei, parce que sont aussi concernés les leaders chinois de la reconnaissance faciale, qui aussi s'exportent de plus en plus à l'international, également en Occident d'ailleurs. Donc c'est aussi un enjeu perçu pour maintenir aussi le modèle démocratique. Donc voilà, Londres a un positionnement très particulier qui associe des considérations de sécurité nationale, avec aussi en arrière-plan la relation avec Washington, et d'autre part un enjeu diplomatique peut-être plus traditionnel, qui est de comment tisser aujourd'hui des coalitions au milieu de toutes ces tensions sino-américaines. On sait que la firme de Shenzhen est soutenue par l'État chinois aujourd'hui. Mais on a du mal en fait à mettre une image sur ce soutien. Dans quelle mesure, en fait, à quel point aujourd'hui Pékin soutient la firme de Shenzhen? C'est très délicat de l'affirmer de façon péremptoire. Alors il y a d'une part des liens toujours étroits entre ce type d'acteurs, leaders. Huawei est un champion national qui s'exporte depuis bien longtemps. Donc il y a des liens politiques. D'une part, vous avez la présence de cadres du parti communiste chinois au sein des états-majors de ces grands acteurs chinois, souvent au niveau de la direction, donc qui veillent au respect des consignes du parti au sein de ces grands acteurs nationaux, qui encore une fois sont présents à l'étranger, donc peuvent être sujets du point de vue de Pékin à des influences potentiellement néfastes. Voilà. Ça c'est d'un côté. Le deuxième côté, c'est l'aspect financement, où pour avoir su gagner des marchés à l'export de façon conséquente et rapide, l'expansion de Huawei finalement sur un temps assez court et assez spectaculaire. Et tout ça s'est fait en grande partie par l'octroi par l'État, par des banques publiques de crédits très préférentiels, plus souvent à taux zéro, qui ont largement favorisé la croissance et l'expansion à l'export de Huawei. Toujours au niveau de Huawei, Orange a pris quand même quelques décisions d'importance ces dernières semaines. Alors on sait qu'en France, on ne dit pas vraiment que Huawei va être banni, mais ce sera un peu le cas parce que s'il n'y a pas d'autorisation renouvelée, etc., d'ici 2027-2028, il n'y aurait plus y avoir Huawei dans les réseaux télécoms français, enfin les réseaux mobiles. La Belgique, avec Orange toujours, et le Luxembourg ont emboîté le pas. Au profit d'ailleurs de Nokia et Ericsson, les deux Européens. Quel est pour vous l'avenir potentiel? Est-ce que, en fait, grosso modo, on va simplifier les choses, est-ce que Huawei a un avenir en Europe aujourd'hui?
Alors, en fait, l'Europe est peut-être l'enjeu et le théâtre de cette rivalité sino-américaine, de cette rivalité technologique sino-américaine. Et ça, c'est vraiment un aspect dont on a pris conscience un peu avec retard en 2019, au plus fort de la crise entre Washington et Pékin, au sujet de la 5G et de Huawei. Alors, pourquoi un enjeu? Parce que pour Huawei, Europe est le principal relais de sa croissance internationale dans la double dimension réseau et smartphone. Smartphone dont il est encore leader international malgré les sanctions américaines, ce qui peut sembler paradoxal. Et théâtre, parce qu'en fait le continent est sujet à de multiples batailles d'influence et pris en étau entre les États-Unis et la Chine, avec des acteurs chinois qui veulent s'exporter, qui veulent renforcer leur présence. Ça se fait aussi par le biais des numéros de la soie, qui ont un volet numérique extrêmement important, avec l'implantation de data centers, d'acteurs chinois en Europe, avec des câbles fibre optique et des câbles sous-marins surtout qui relieraient, qui transiteraient par l'Eurasie jusqu'en Europe, avec des bretelles jusqu'en Afrique, au Moyen-Orient. Et de l'autre côté, du côté américain, il y a une volonté très forte évidemment de maintenir ce leadership technologique et donc de conserver l'Europe dans son giron numérique, je dirais. La 5G est une faiblesse pour l'Europe aujourd'hui? La 5G peut être une faiblesse, peut être une vulnérabilité s'il y a une dépendance totale vis-à-vis d'un seul fournisseur ou si l'Europe uniquement subit les tensions sud-américaines. Si elle parvient à s'en extraire, au moins en partie, on pourra l'évacuer du camp des vaincus ou que sais-je. Mais il y a peut-être encore à l'actuel, en 2020, un positionnement encore un peu timoré, encore un peu trop discret sur cet enjeu de la 5G en Europe. Alors on parlait de Huawei, on parlait du conflit sino-américain. Ce conflit sino-américain qui est renforcé ces dernières semaines, ces derniers mois, même avec un acteur majeur, on va dire, des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est TikTok. Et WeChat aussi dans une moindre mesure. TikTok, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Le numérique, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux sont devenus des véritables armes géopolitiques. Et au final, le numérique est une arme, en quelque sorte, comme pouvait l'être à une époque la bombe atomique, etc. C'est vraiment aujourd'hui là que se déroule la véritable guerre entre les nations. On a vraiment l'impression qu'une grande partie des enjeux géopolitiques aujourd'hui se sont déplacés vers ce terrain numérique. Et ça, c'est une évolution majeure qui est portée par d'autres ultra-dépendances au numérique, qui s'est renforcée avec le Covid-19, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'une partie majeure des relations internationales a pour objet, a pour enjeu la maîtrise du numérique, la maîtrise de ces technologies, la maîtrise des données et des infrastructures qui portent ces données. Et ça, c'est à mon avis, c'était à la fois inéluctable et c'est aussi, c'est tout à fait irrémédiable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller en arrière. Vous avez quelques pays, quelques puissances qui l'ont compris assez vite. La Chine a eu l'habileté politique de comprendre peut-être avant tout le monde l'enjeu de la maîtrise, sans légitimer pour autant ce type d'approche, bien évidemment. Les États-Unis sont toujours dans une démarche de puissance assez décomplexée dans le cyberespace, avec à la fois un leadership en matière d'opérations cyber offensives et défensives, une façon aussi de contraindre leurs propres alliés dans ce domaine, de façon là aussi très articulée et très habile. Et troisièmement, acteur dont on a parlé là aussi, l'Europe qui est aussi une puissance à part entière dans le cyberespace, avec des acteurs nationaux, Grande-Bretagne, France en particulier, voire l'Allemagne, qui ont aussi des capacités tout à fait notables. Et au milieu de ça, vous avez des acteurs privés qui sont aujourd'hui partie prenante de cette conflictualité cyber, des relations internationales. Les GAFAM, les BATX aujourd'hui prétendent d'une certaine manière à égaler les États, voire à les dépasser. Quand on pense à Facebook ou à Google, évidemment, il est toujours très tentant de les comparer à des États. Microsoft également, avec un langage parfois emprunté au code diplomatique, avec cette fameuse Convention de Genève du numérique, dont on a beaucoup parlé il y a un peu moins de 2 ans, au moment de l'appel de Paris pour le cyberespace. Et ça c'est quelque chose là aussi assez inédit dans les relations internationales. Et aujourd'hui, en 2020, encore une fois, ces relations internationales tournent beaucoup autour de ces enjeux technologiques, alors qu'on n'aurait jamais pensé que les réseaux sociaux dont vous avez parlé, de type TikTok, puissent avoir une importance aussi sensible et aussi géopolitique. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien Nossetti. Merci. Merci et bonne continuation à vous. Merci.